Salut à toi l'auditeur de FM 43, c'est l'émission Coup de tête, l'émission Rock'n'Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. Et excusez du peu, émission bien en direct en partenariat avec le site Envers et Contre Tous. Aujourd'hui, pour analyser cette 22e journée de championnat, je reçois Olivier. Salut à toi Olivier. Salut Marco. Et bien sûr Eric. Salut à toi Eric. Salut à toutes et à tous. Voilà, Eric qui était présent à Toulouse hier. Donc, peu de suspense, hein, Saint-Étienne a gagné 3-0 en terre toulousaine. On va revenir longuement dans cette émission sur cette belle victoire stéphanoise. On passera des coups de cœur et des coups de tête, de la bonne musique, et on reviendra sur les pages du mercato avec Delors, Mounier et tout ça. Mais on va déjà commencer avec la semaine verte. Bougez pas, jeunes gens, j'arrive. Ça va être parti. Coup de tête. Voici la semaine verte. Et dans cette semaine verte, eh bien, on innove. Je vais te donner la réplique. Eric, tu vas d'abord nous parler des blessés, puisque ça change pas trop, ça continue les blessés. Et oui, malheureusement, donc les Verts qui étaient une nouvelle fois en stage cette semaine pour fuir un peu les mauvaises conditions climatiques. Donc Stéphane Ruffier a participé à ce stage. Stéphane Ruffier dont le retour est tout proche désormais. Par contre, Robert Beric n'y a pas pris part, lui qui est en phase de réathlétisation. Alexander Soderlund également, qui souffre toujours d'une lésion à la cuisse. Quant à Oussama Tanan, il s'est finalement résolu à se faire opérer. Il a été opéré aujourd'hui et sera indisponible 3 mois. Saison quasiment terminée donc pour l'international marocain. Et puisqu'on n'en est plus à un coup dur près, Cheikh Mbengue est à son tour blessé à la cuisse samedi face au Cameroun. Son indisponibilité sera au minimum de plusieurs semaines. Et donc le Sénégal, au passage, a été éliminé à l'issue des tirs au but, et ce qui veut dire que Henri Cévé sera bientôt de retour dans le Forez. Alors pour pallier à ces blessés, eh bien, les Stéphanois avaient eu la bonne idée de recruter pendant ce mercato. Oui, l'imparfait est de rigueur. Donc le chapitre Andy Delors malheureusement est clos puisqu'il a rejoint le TFC. Donc on avait jeté notre dévolu sur le gaucher Anthony Mounier, qu'on connaît bien, formé à l'OL et qui évoluait les dernières saisons à Bologne. Et puis donc le feuilleton Mounier a pris beaucoup d'ampleur, donc c'est les supporters, disons, qui ont fait pression et ont obtenu gain de cause pour que Mounier, qui pourtant au départ avait signé un contrat de 6 mois, était prêté pour 6 mois par Bologne. Donc il avait même rejoint ses coéquipiers en stage à Toulouse, et finalement donc le fameux feuilleton sur lequel nous allons revenir. Et au départ de tout ça, les Green Angels qui ont été les premiers à réagir, et ils ont confectionné à la hâte 2 banderoles qu'ils ont affichées à Geoffroy Guichard ainsi qu'au centre de formation de l'ETRA. Ta poubelle, espèce de porc! Je vais appeler les gendarmes. Regarde-toi, feignasse! Rentre chez toi, Mounier, tu fais peur aux oiseaux! On n'a pas vu une perdrix depuis 2 ans! On n'en peut plus, touche de toi et toute ta famille, tout à ce malin là! Espèce de chômeur! T'es jaloux? Ferait mieux de refaire faire la façade de ta femme plutôt que celle de ta maison! Vas-y, répète-le! Non, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai rien à faire! Bonne nuit, Mounier! Les tuches de... Voilà, ça rappelle un peu le message. C'est pas la première fois, ouais. Non, le message des Green Angels est à peu près similaire. C'était Mounier. Nos couleurs ne seront jamais les tiennes. Donc, il est clairement pas le bienvenu dans le Forez pour plusieurs raisons. Ça rappelle, il avait failli rejoindre les Verts à l'été 2014, donc il avait tenu des propos pas très sympathiques à l'égard du club stéphanois à ce moment-là, mais on pouvait comprendre la frustration du joueur. Et ensuite, il y avait le fait qu'il revendique ouvertement son amour de l'OL, et puis son attitude plutôt haineuse lorsqu'il est revenu à Geoffroy Guichard sous les couleurs niçoises. Donc je sais pas si vous voulez qu'on revienne un petit peu en détail sur les derniers, mémoire, le point un peu des supporters. Donc on y reviendra sur les questions. On va plutôt aborder le chapitre suivant du mercato, un certain Jorginho. Jorge Fernando Barbosa Intima dit Jorginho. Donc il fallait le chercher, un joueur exotique, donc 21 ans, originaire de la Guinée-Bissau, formé à Manchester City.
ex-international U19 portugais, un petit gabarit, 1m69 pour 69 kilos, et qui, pour l'instant, on cherchait plutôt un avant-centre, puisqu'on n'a pas pu enrôler malheureusement Andy Delors, mais lui n'a pas ce profil-là, donc c'est un joueur, faut reconnaître que personne ne connaît, et puis en plus il évolue en position excentrée, donc un choix assez surprenant. Il aurait dû signer aujourd'hui à Saint-Étienne pour 4 ans et demi. Pour l'instant, les négociations coincent un peu à cause des représentants du joueur. Donc voilà, on est un petit peu dans l'expectative par rapport à la venue éventuelle de ce joueur. Pour une somme de 1 million d'euros, je sais pas si tu l'as dit. Ça. Alors, on va parler cette fois-ci dans le sens inverse. On parle aussi dans cette fin de mercato des départs. Donc départ, effectivement, donc pour l'instant il n'y en a aucun. On avait parlé de départ quasiment certain de Jérémy Clément et de Benjamin Cornier. Dominique Rocheteau a rappelé qu'il ne faisait plus partie du projet stéphanois, mais que il n'était pas forcément question qu'il quitte Saint-Étienne au cours de ce mercato d'hiver. On a évoqué également un possible retour sous forme de prêt d'Alexander Soderlund en Norvège, mais le club et le joueur ont démenti, du moins pour cet hiver, il va rester chez nous. Une offre également aurait été faite de 8 millions d'euros pour Kevin Malcuit par West Ham. Et enfin, la dernière piste, bien sûr, mène à Nolan Roux, qu'on annonce en contact très avancé avec les Girondins de Bordeaux. Il serait mis d'accord avec le club bordelais, mais pour l'instant, l'ASS n'est pas parvenu à un accord. Et de toute façon, l'ASS ne lâchera pas Nolan Roux, qui a inscrit un doublé hier, tant qu'elle n'aura pas trouvé son remplaçant. Voilà pour cette semaine verte. Mais avant de passer au match de Saint-Étienne à Toulouse, tu peux nous parler des différents résultats des clubs, des équipes de jeunes? Ouais, il y avait peu de matchs une nouvelle fois. Toutes les rencontres à l'Etra ont été annulées en raison des intempéries. Donc 3 résultats très intéressants pour les Verts. Les U17 qui ont réalisé une très belle opération en s'imposant 2-0 sur le terrain du leader dijonnais. Les féminines ont emporté 3-1 à Nancy et disputeront les 8e de finale de la Coupe de France. Et enfin, en Coupe Gambardella, les protégés de Julien Sablé sont qualifiés pour les 16e de finale en gagnant à Nîmes 3-1. Et bien voilà pour cette semaine verte. Ouais, on va passer au match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Donc Olivier, 22e journée de championnat, Saint-Étienne se déplaçait à Toulouse. Oui, avec une formation préparée par Galtier, un petit peu new look, puisqu'on a pu voir évoluer une équipe en 4-2-3-1, avec Moulin dans les buts, vous le savez, il remplace Ruffier dans les buts, suite à sa blessure. En défense centrale, Loïc Perrin et Kevin Théophile Catherine. Sur le côté droit, Kevin Malcuit, jusque-là du classique. Mais à gauche, la surprise, Florentin Pogba, qui avait déjà fait quelques piges sur ce couloir gauche et qui a été titularisé. Au milieu de terrain, 2 milieux récupérateurs avec Ole Selnaes et Jordan Verretou. Et puis, pour animer l'attaque stéphanoise, Kevin Monet-Paquet à gauche, Romain Amouma dans une position de numéro 10, 9,5, et puis Amidou Keïta sur le côté droit, le poste d'avant-centre étant donné à Nolan Roux. Alors pour ce match à Toulouse, une fois n'est pas coutume, les Verts ont marqué en première mi-temps et c'est suffisamment rare pour être souligné. Un but marqué dès la 8e minute sur penalty avec un Amouma qui se présente tout seul face au gardien toulousain et il y a bien contact à l'entrée de la surface entre le gardien et Amouma. Nolan Roux va se charger de la sentence. 1-0 donc en tout début de match et les Verts vont continuer. D'habitude ils ont tendance à se recroqueviller, là ils vont continuer à maîtriser le match et ils vont montrer beaucoup plus de fraîcheur par exemple qu'au mois de décembre, je pense que vous êtes d'accord pour le dire, avec de nombreux tirs, 10 tirs en première mi-temps, 10 tirs cadrés. À la reprise, il va se passer un fait de jeu qui va une nouvelle fois tourner à l'avantage des Stéphanois. C'est le carton rouge du Toulousain Somalia qui est expulsé sur une semelle sur Jordan Verretou. Donc ces faits de match tournent à l'avantage des Stéphanois et ça continue. À l'heure de jeu, le Toulousain Braithwaite va trouver la barre transversale sur une tête. Mais juste avant, Pogba, replacé arrière gauche, avait adressé un super centre au second poteau pour Kevin Monet-Paquet, on y reviendra, qui va permettre aux Chiens de mener 2-0, puis 3-0 avec un remake du premier but. C'est encore une fois Amouma qui est ceinturé, à nouveau à l'entrée de la surface. Bis repetita, Nolan Roux signe un doublé et permet aux Verts de l'emporter 3-0 sous les yeux d'Andy Delors. Seule la victoire est belle et c'est une victoire qui vaut de l'or. Qu'en pensez-vous ? Oh, c'est joli. Il tient son titre.
Ouais, ça vaut de l'or, ouais. Moi, ce que je retiens, c'est que Saint-Étienne revient avec 3 points logiques. C'est rare cette saison. Ils ont été largement au-dessus d'une équipe toulousaine vraiment faible. Je me souviens pas qu'au match aller, que Toulouse était si en dessous de ça. Ils avaient vraiment du mal à faire ressortir le ballon, les Toulousains, et les Stéphanois en ont profité. Il y a un but qui est valable, qui est refusé à Saint-Étienne. Et avant le deuxième penalty, et bon voilà, donc comme quoi 3-0 ça peut peut-être être sévère. On a été bien aidé parce que moi le carton rouge je le trouve super sévère sur le Toulousain, et puis peut-être les penalties, est-ce qu'ils sont vraiment dans la surface? On peut se demander, bon. De toute façon, Varela, s'il n'avait pas donné pénalty, il aurait viré le portier toulousain au cours du premier quart d'heure. Ça me paraissait évident. Il a choisi la solution du pénalty. Mais une chose est sûre, c'est que au niveau des points, on va dire comme si c'était un match de boxe, on a beaucoup plus tenté que les Toulousains, même si les Toulousains ont tiré une fois sur la barre transversale. C'est tout à fait logique de remporter cette victoire, et en plus d'aggraver notre goal average, de passer à +3 pour cette journée de championnat. Donc non, bravo aux Verts en tout cas, et puis on a eu du spectacle, c'est tellement rare, donc bravo à eux. Ouais, et puis Eric, tu y étais. Vraiment au niveau comptable, il suffit de regarder le classement, mais sur place, est-ce que Duprat dit qu'il a eu l'impression de voir des sprinters de haut niveau? Il a comparé avec des Carl Lewis en face de joueurs très empruntés. Est-ce que tu as eu cette impression sur le terrain? C'est vrai qu'on est plutôt à l'aise à l'extérieur par rapport au match auquel on a droit à domicile en ce moment. Donc une belle et nette victoire stéphanoise, avec des faits de jeu effectivement qui nous sont favorables, comme ça a été le cas la semaine dernière, le week-end dernier. Après, un petit mot sur la pelouse, quand même, on parle beaucoup de la pelouse de Saint-Étienne, mais la pelouse du stadium, c'est quand même pas mal aussi à ce niveau-là. Et puis on a quand même affiché pas mal de maîtrise, pas mal aussi d'engagement dans le match. Il y a eu au moins 6 ou 7 cartons distribués par Monsieur Varela, donc après le rouge effectivement qui fausse un peu la donne. Mais voilà, au final, on vient de réaliser un très bon mois de janvier avec 3 victoires, un nul, et on se retrouve grâce au goal average 5e. Mais je rappelle que la 5e place depuis le match de cette semaine, le match Paris Saint-Germain et Monaco qui se retrouvent en finale de la Coupe de la Ligue, et du coup la 5e place sera d'ores et déjà qualificative pour l'Europa League la saison prochaine. Et pour l'instant, cette 5e place, c'est nous qui l'occupons au détriment de l'OM. On va rentrer dans le vif du sujet, parce que des matchs, il y en aura plein à décrypter, mais des semaines comme on vient de passer au niveau extra-sportif, je pense que l'AS Saint-Étienne a rarement connu un mercato aussi bizarre, aussi mouvementé. On est obligé de revenir sur l'affaire Mounier. Alors justement, plusieurs choses, notamment déjà l'idée de recruter ce joueur-là avec le passé qu'il avait. Est-ce que vous trouvez que c'était une bonne idée? Disons que Christophe Galtier a de la suite dans les idées, parce que ça fait pas mal de temps qu'il le voulait. Donc là, l'occasion s'est représentée. Donc c'est pas vraiment une surprise qu'on soit allé chercher ce garçon-là. Dabo, c'est pareil, l'an passé il devait venir chez nous, et puis on avait fait signer Selnares, donc il est arrivé cet été. Kakuta, pareil, ça a failli se faire, il était pressenti il y a quelques temps, il a failli venir au mercato avant de partir en Espagne. Donc après le profil du joueur en lui-même, c'est plutôt un bon footballeur, mais après effectivement il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Mais enfin, je pensais pas qu'on allait en arriver à la situation qu'on a pu connaître depuis jeudi, que on parvienne à casser comme ça un contrat d'un joueur sous la pression populaire et du public. C'est autre chose, ça. Marco, est-ce que c'était une bonne idée? Pour moi, non. Au niveau footballistique uniquement. Point de vue footballistique, non, parce que c'est du même niveau que Molo qui a été lâché. Donc, on n'apporte rien en plus par rapport à ces derniers mois. Donc je trouve ça un peu dommage. Et puis comme vu le contexte, je trouve pas très judicieux de la part des dirigeants stéphanois d'aller prendre Mounier. Et puis on connaît le contexte. Alors, on connaît. On connaît parce qu'on est voilà. Après on n'est pas con non plus. On peut il y a une période il a été lobotomisé par un certain Jean-Michel et puis il en a pas lobotomisé. Ça rapporte des points à Scrabble. Mais il en a
tourné la tête de plus d'un. Hein. Je pense à Lacazette qui sur la mairie, sur l'hôtel de ville, qui insultait les Stéphanois aussi. Et puis il n'était pas le seul. Voilà, ça a toujours été. Hein, c'est voilà. Donc il y a un historique. Il y a un historique, mais c'est vrai que sous le maillot de Nice, il est venu là. On le sait tous, quoi. Et je trouve ça un peu déplacé de la part des dirigeants stéphanois d'aller chercher un joueur avec un tel passif. Mais bon, Après, on n'est pas con, on peut faire une croix dessus. Et puis bon, s'il a signé chez les Verts, on fait comme Sassus, comme Carteron. Sassus, Voilà, je me Carteron. souviens, Sassus, le premier match qu'il avait fait, il avait été hué à Geoffroy Guichard. Ça fait partie du charme de cette confrontation régionale, mais là on a passé l'éponge au bout de 2-3 rencontres. Là, mais c'est vrai que là c'est plus délicat puisque il y a des mots qui ont été dits alors que Carteron, Sassus et d'autres, Lacombe, il y a quelques années, c'était pas les mêmes propos, quoi. Disons C'était qu'en plus, relativement. il y a le derby qui arrive, en plus. Il y a le derby qui arrive. C'était pas quand même mal choisi. Après, tu nous as appris ce soir, Eric, qu'il y avait quand même eu des menaces de mort. Donc, ça me pousse à vous demander, est-ce que les supporters, en l'occurrence les Greens, et tous, on va dire comment on dit? La sphère médiatique, les réseaux sociaux, est-ce que tout ça, ces gens-là, les gens qui agitent ces réseaux sociaux, qui animent ces réseaux sociaux, n'ont pas été trop loin? Ah oui, certainement. Donc juste pour revenir sur le profil de Mounier, c'était pour pallier, je pense, la défection de Tanan, hein, donc qui a été opéré, donc c'est un peu le même profil. Après, pour ce qui est des anciens lyonnais, vous avez parlé de Carton, effectivement, qui a été sifflé en arrivant et après qui est parti en senior. Il y avait Diatta également. Et puis un autre épisode qui ressemble assez, je sais pas si vous vous rappelez l'épisode Malbranck. Donc qui est rapidement parti, on sait pas trop ce qui s'est passé. Donc là par contre on a su ce qui s'était passé pour Mounier. Donc effectivement il y a eu des menaces de mort donc via les réseaux sociaux et y compris sur le téléphone du joueur, donc de la part de pseudo supporters stéphanois et même lyonnais apparemment. Tant et si bien que donc Mounier a refusé de rentrer de Toulouse avec les joueurs de peur de tomber sur des supporters à l'aéroport et il est parti directement en Italie où donc il devrait rejoindre le club de l'Atalanta Bergame. Donc c'est vrai que ça va beaucoup trop loin par rapport à ce qu'on a pu dire. Donc il y a cette fameuse rivalité. Donc bien sûr on l'entretient à notre échelle, mais de là à ce qui se produit, ce qui s'est passé là, parce qu'au final on est à 36 heures du mercato et puis là on se retrouve le bec dans l'eau parce que là on n'a aucun renfort pour l'instant, hein. Ni Jorginho a signé et puis donc Mounier qui reste quand même malgré tout un joueur plutôt pas mal, moi je pense. Après bon il y a les antécédents qu'on connaît, mais bon footballistiquement parlant c'est plutôt pas mal et là du coup on n'a aucune recrue. Alors t'as cité Malbranck tout à l'heure. Malbranck c'était vraiment entre deux saisons, hein, et il avait fait des matchs amicaux et il avait fait le match à Marseille. 13 minutes il a joué. Le match à Marseille et puis après là on peut en fin de compte on peut pointer la débilité de ce marché au mois de janvier, quoi. C'est toujours pareil, hein, ça fait des années qu'on le dit, et puis ça change quand même complètement la donne. Regarde, Sirou, il nous a marqué 2 buts ce week-end. Si ça se trouve dans 2 semaines il va marquer avec Bordeaux et peut-être face à nous en fin d'année. C'est quand même assez incohérent, je pense, par rapport au sport tout simplement, hein. Non? Le truc incohérent, c'est en plus qui est bon, la position des supporters, mais en plus même en interne apparemment, Oui, il n'était pas le bienvenu au sein du vestiaire stéphanois. Alors, est-ce que le risque, c'est pas de voir un Christophe Galtier finalement qui est complètement désabusé, parce qu'on sait que c'est un choix très fort de sa part, hein, Mounier. Je pense que s'il l'a écarté, ça vient pas forcément de lui, hein. C'est plutôt pour le protéger. Est-ce que le risque, c'est qu'il n'y ait pas une scission totale entre les groupes de supporters et notre entraîneur Christophe Galtier? Alors, et là, je fais aussi référence à la banderole qui jugeait, vous savez, la semaine dernière, là, le premier semestre des Verts, un petit peu dur avec Galtier. Galtier l'avait plutôt pas mal pris, il l'avait plutôt détourné. Voilà, de manière assez intelligente. Non, je pense pas. Il y a eu, on sait pas mal de soucis avant Noël, hein, donc ça en dévoilait vraiment ce qui a pu se passer au sein du vestiaire. On sait que Christophe Galtier était assez fragilisé vis-à-vis de pas mal de joueurs, mais bon, je pense que là, au contraire, c'est bien reparti depuis le début du mois de janvier, les résultats aidant. Donc là, non, pourquoi une scission finalement? Mounier ne signera pas, ne jouera pas chez les Verts, donc au final, il n'y a pas à s'opposer, je pense, à Christophe Galtier. Qu'ils le prennent mal, je veux dire que vraiment
Après, il a plutôt l'habitude de vanter les supporters. Là, il l'empêche de recruter un joueur qui veut depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que Galtier veut Mounier. Hein. Ça fait longtemps que. Ouais. Il a plus de talent que Pajot, hein, ça c'est sûr. Hein. Non, mais non. Un jour du mercato, on n'a aucun joueur. Je trouve pas très judicieux, tu vois, depuis 5 ans, aller chercher Mounier. Bon, il est gaucher, hein, il a une patte gauche assez intéressante, mais bon, c'est pas Gradel, quoi. Vous comprenez, je trouve que c'est quand même limité. On avait Molo, on le vire, on s'est séparé de Saint-Maximin qui a marqué un magnifique but ce week-end. On s'est séparé de Bamba et puis on va aller chercher l'Ardéchois lyonnais. Non, je sais pas. Après, c'est vrai que j'ai un peu du mal. Hein, c'est incohérent au niveau du recrutement, parce qu'encore une fois, je dis Mounier, c'est pour pallier la blessure de Tanan, mais après, c'est l'autre joueur qu'on va chercher là pour l'instant, 21 ans, qui joue pas avant-centre, donc on n'a pas d'avant-centre pour l'instant. Si on se sépare de Roux, donc voilà, ça peut bloquer aussi les jeunes attaquants formés au club. Et pourtant, il va bien falloir trouver des joueurs, parce qu'avec les blessés dont on nous a parlé, Eric, il va falloir trouver au moins un joueur devant, sinon 2, et pourquoi pas peut-être même un arrière gauche. Alors je voulais vous entendre là-dessus, hein. On finit avec l'histoire du mercato, on parlait des départs, et moi j'aimerais bien vous entendre sur le poste d'avant-centre et d'arrière gauche. Est-ce qu'il faut un avant-centre, est-ce qu'il faut un arrière gauche? Bah oui, un avant-centre, parce que Beric est blessé, Soderlund également en répétition, donc il ne reste plus que Nolan Roux, donc il aussi est devenu plutôt indésirable. On en revient à cette fameuse liste noire, hein, de Bernard Lyons, dont on parlait hors antenne. Donc rappelez-vous, c'était un an pile, hein, donc la fameuse liste d'indésirables. Il y a 8 joueurs à l'époque. Donc il y avait Baebek, il y avait Bayalsal, il y avait Diomandé, il y avait Coad, et j'en oublie un autre qui est parti, c'est Brison. Donc les 5 sont partis, Cornier et Clément qui sont au placard. Et puis le dernier, c'est Nolan Roux, donc qui est également indésirable, et puis en instance de départ. Donc comme quoi il n'avait pas forcément tort à l'époque, hein, donc il avait été montré du doigt par les supporters et puis par le club. Donc bien sûr qu'il nous faut un avant-centre. Maintenant voilà, on arrive à un jour de la fin du mercato, donc c'est très compliqué de trouver l'oiseau rare. Donc sinon il va falloir garder quand même Nolan Roux. Bon, là on sait ce qu'on a. C'est ça. Est-ce qu'il faut garder Nolan Roux? Après la rencontre qu'il a faite ce week-end, oui, parce qu'il a été actif, il a tiré pas mal au but, il s'est excentré sur la droite pour aider ses petits copains. Moi, j'ai trouvé très actif. La rentrée la dernière fois face à Angers a été plutôt déjà justifiée et pertinente pour lui, hein, l'ancien Brestois. Il a un peu bougé. Bon, c'est sûr que c'est pas Van Basten, mais moi, je le garderai. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, surtout si c'est pour s'en séparer et puis donner à des concurrents directs, moi je trouve ça un peu con, c'est tout. Et puis dernière chose, le poste d'arrière gauche qui est plus ou moins vacant puisque Mbengue n'est pas là, s'est blessé à la canne. Poloma ne donne pas forcément satisfaction. Est-ce qu'il faut compter simplement sur le replacement de Pogba? Il a été convaincant en tout cas sur cette rencontre, hein, Pogba avec une passe d'ess sur Monet Paquet. Ouais, et c'est là que trop l'occasion de le répéter, ce chant. Ouais, donc un buteur chant magique d'Anderlecht. C'est vrai. Un chant en faveur de Monet Paquet, vous l'avez compris, cher auditeur. Christophe Galtier a dit qu'il y avait des solutions internes depuis pas mal de temps, qu'il allait bricoler pour le poste d'arrière gauche. Donc on reparle encore, mais bon, je pense pas qu'il va venir de Trémoulinas, mais bon. Il y a Gabriel et Polomat. C'est sûr que quand t'as connu Goulam et Trémoulinas, ça change. Et puis le joueur de l'année dernière qui est parti à Metz, Asuekoto, qui est écarté d'ailleurs. Asuekoto qui était bien, en tout cas défensivement, hein, même si offensivement il n'apportait pas toujours. En tout cas, c'était solide et on voit bien qu'il peut nous manquer, quoi. Avec ses chaussures achetées sur le Bon Coin. Là, vous avez vu sur le Bon Coin, c'est les amis Mounier en vente. Oui, vous avez suivi. Pour être complet. On a suivi tout ça. On a suivi tout ça. Non, mais voilà, après, j'espère qu'on va récupérer un attaquant, hein, mais ça va être très compliqué à 24 heures de la fin du mercato. C'est vrai qu'il reste très peu de temps. On passe à l'agenda?
Très bien. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Allez, l'agenda, Eric. Eh ben, on se déplace à Auxerre cette semaine, donc pour le match de Coupe de France. Donc une équipe auxerroise plutôt mal en point en championnat, 19e au classement, qui est restée sur 4 rencontres sans victoire, mais qui vendredi, à la surprise générale, s'est imposé 1-0 à Clermont grâce à un but de sa recrue Mohamed Yattara. Donc j'ai suivi le match, ils ont joué en 5-3-2. Dans cette équipe, il y a 2 ou 3 joueurs qu'on connaît bien. Ruben Aguilar, l'ancien Stéphanois, qui joue là derrière. Ludovic Obraniak, qui joue au milieu de terrain. Puis Courtet, qui joue devant. Ils viennent de récupérer 2 joueurs là du Standard de Liège. Donc voilà, ils sont plutôt mal en point en championnat, mais ça reste un match de coupe, donc à nous de nous rendre le match facile. Attention, ils auront 2 jours de récupération de plus que nous, donc ça peut compter au final. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a largement moyen de se qualifier. On aura un suspendu de chaque côté, Vert et tout chez nous, et puis de leur côté le latéral qui s'est fait expulser vendredi à Clermont. Les Auxerrois qui marquent sur quand même une belle bévue de leur stopper. Donc voilà. Mais sur le plus petit des scores, en tout cas, Auxerre ramène 3 points précieux pour ce championnat de Ligue 2. Ils ont eu du mal, mais voilà, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que mercredi. Donc le match est à 18h. 18h. Tu y seras, Eric. Ouais, bien sûr. Donc 18h au stade de l'Abbé des Champs. On risque d'entendre ça. Tous portent maillot d'Auxerre, c'est dans l'effort que les liens se resserrent. Ils gravent dans la mémoire des spectateurs. Allez Auxerre, tous portent maillot d'Auxerre, des instants d'éternel bonheur. Allez Auxerre. Eh ben, Coquard, Martins, Vairua. Tu veux dire que dans ta compile, il n'y avait pas mieux que ça? C'est le meilleur titre? si, mais c'est bon, c'est pour Auxerre. Donc, Tu crois qu'on va vraiment les entendre mercredi? Parce que, alors, il faut que les auditeurs le sachent quand même. Marco possède dans sa discographie le CD de la Auxerre. avec Giroud dessus Elle fait Et mes son bonnets. bonnet. et son bonnet. Alors, il faudrait pas jouer les oiseaux de mauvais augure, messieurs. Mais si il y a un match piège, c'est bien celui-ci. Il suffit de regarder comme tu l'as dit, la composition de l'équipe et puis voir les vieux briscards qui souvent vont être des spécialistes de la coupe. Je pense à Tac Alfred, il est expérimenté, mais d'autres pensionnaires de Ligue 1, Sparagna, Matisse, on le présente plus. Tu en as parlé. Obraniak, on le présente plus. Et puis ce fameux Yattara qui a évolué aussi à l'échelon supérieur. Donc franchement, avec la semaine un petit peu mouvementée au niveau des coulisses, on va arriver à Auxerre devant, je pense que vous serez peu nombreux aussi les Stéphanois dans les tribunes, avec une médiatisation pas forcément phénoménale. Une motivation, qui sera beaucoup moins importante que celle du derby. Franchement, moi je dis attention. C'est peut-être pas le derby sera peut-être pas la rencontre la plus difficile à faire. Moi, je pense que le match de coupe, qui pourtant est très important pour le club, on est quand même au stade des 16e de finale, donc c'est intéressant. Donc ce match-là est à tout du match piège et je leur dis de faire attention. Voilà. Non, moi je suis plutôt confiant de ce déplacement. Je pense qu'il y a un bon tirage. Ouais, et puis, comme tu l'as dit, déplacement. Et c'est que en 2017, les 2 fois où on s'est déplacé, ça a été plutôt correct. Une bonne copie à Lille. On a mené au score là-bas. Et puis là, la victoire logique ce week-end à Toulouse. Et à Croix aussi. Et à Croix, oui, j'avais oublié effectivement le déplacement à Croix où on a marqué quand même 4 pions. Donc ouais, non, on est pas mal à l'extérieur, donc je suis plutôt confiant pour ce déplacement à l'Abbé des Champs. Eh bien, on passe au deuxième match puisque dans la foulée, le gros match. Tu vas vite. On est obligé de parler Oui, t'as raison. du deuxième match de dimanche 21h. Donc l'AS Saint-Etienne reçoit Lyon avec on sait pas trop sur quel pied danser parce que l'année dernière, alors que les Verts ont fait une piètre prestation, bien ils l'ont emporté sur une des seules occasions du match. Et puis cette année, au match aller, c'est l'inverse. Les Verts ont fait plutôt un bon match et ils se sont inclinés à Lyon. Donc difficile de savoir dans quel état d'esprit, comment vont se comporter nos petits Verts. En tout cas, grosse pression, grosse ambiance et on va peut-être se jouer au jeu des pronostics, mais on va surtout dire
De quoi il faut se méfier dans cette équipe lyonnaise? Qui est-ce qu'il faut surveiller? Il y a pas mal de joueurs à surveiller. Et là, il y a quoi? Il y a 4 points et une place qui nous sépare d'eux. Donc, ils ont une puissance économique qu'on n'a pas. Donc, il suffit de voir les recrues là qu'ils ont récupérées. Donc, nous, il va falloir qu'on trouve d'autres moyens de les contrecarrer, leurs offensives. Donc, voilà, il va falloir mettre tout sur l'envie comme d'habitude dans ce genre de match. Un derby, on sait que c'est un match particulier. Après, sur la forme actuelle, ils viennent de perdre 2 fois contre Caen et puis Lille récemment à domicile. Et ils ont battu l'OM, certes, qui vont retrouver d'ailleurs cette semaine en coupe. Et nous, de notre côté, on est invaincus durant ce mois de janvier. Donc sur la forme actuelle, je pense que voilà, on a des arguments à faire valoir. Défensivement, ils sont fragiles. Offensivement, ils sont forts. Un petit peu l'inverse de nous, même si on a planté pas mal de buts au mois de janvier. Donc ça, on peut assister à une belle rencontre. En tout cas, je l'espère, meilleure que l'année dernière, même si la victoire était belle. Et puis, il y a que ça qui nous intéresse. Je veux qu'on gagne dimanche. Le reste, je m'en fous. Voilà, je veux qu'on gagne dimanche, le reste, je m'en fous. Extrait de coup de tête, évidemment. Olivier, attendez la suite, Olivier. Sachant qu'on ne gagne pas avec ses pieds. Non, c'est bien après. C'est un autre moment, ça. On gagne avec ses couilles. Ouais, c'est un autre moment. Le vestiaire, je te le mettrai tout à l'heure. Ouais, c'est deux façons différentes de jouer au foot. Offensivement, Lacazette, Valbuena, ça bouge quand même pas mal. Si on les contre comme on l'a pu le faire l'année précédente, ça peut être pas mal. Donc à voir. En tout cas, on a tous hâte d'être dimanche soir pour battre les Gaunes à domicile, évidemment. Avec alors justement, est-ce que Saint-Étienne n'a pas d'ores et déjà préparé cette rencontre avec cette nouvelle formation, je l'ai dit tout à l'heure, en renforçant un petit peu l'axe central, là où se situent Fekir, les Valbuena, etc. Je pense qu'ils n'ont pas la tête à ça. Il y a un match en Bourgogne au milieu de semaine qui est important parce que c'est la Coupe de France et qu'on peut faire quelque chose pour ce centième Coupe de France, quoi. Donc moi je pense qu'il faut tout se focaliser vraiment ces prochaines heures sur cette rencontre à Auxerre et on verra après ce qu'il en est, s'il y a des blessés. Voilà, mais ne pas mettre une équipe bis à Auxerre, ça serait une erreur à mon avis. On est bien d'accord. Voilà. En tout cas, on a une belle semaine devant nous. Info Mercato, donc Jorginho est arrivé ce soir à Saint-Étienne avec un dirigeant du club portugais. Donc il passe demain sa visite médicale et va signer un contrat de 4 ans et demi. Donc on tient notre première recrue. Eh ben c'est une bonne nouvelle, à nous de voir ce qu'il vaut et mais il a l'air d'être pas mal d'après ce qu'on a pu lire sur les différents réseaux sociaux. Des passes d'ess, des buts dans un championnat portugais pas toujours évident avec son club, il est 12-13e, c'est un petit club de la banlieue de Porto et il se débrouille plutôt pas mal donc on verra. Bienvenue à lui. Bienvenue à lui. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, voici la page Haute-Loire. Alors, c'est pas moi qui s'y colle aujourd'hui puisqu'il n'y avait pas de CFA, pas de DH, DHR, R1, R2 maintenant, mais c'est Olivier avec la Gambardella. Ouais, 32e de finale avec la qualification des jeunes Stéphanois face à Nîmes. Ils l'ont emporté facilement. Et puis du côté de la Haute-Loire, c'était Monistrol qui était opposé au club de Bastia à la maison devant un public extrêmement nombreux. Eh bien, les Monistroliens n'ont pas réussi à faire tomber le centre de formation en Corse. Puisque ils se sont inclinés 2-0. Alors il faut savoir que des milliers de personnes voulaient voir ce match et les organisateurs ont même été obligés de refuser l'entrée à presque 500 personnes alors qu'il y avait déjà plus de 1500 personnes dans le stade et 500 personnes n'ont pas pu rentrer pour voir cette rencontre sur un terrain où la neige avait fondu mais qui n'était pas en très bon état. En tout cas le niveau des Bastiais était vraiment trop supérieur pour les Monistroliens, on l'a vu d'entrée de jeu avec notamment
des gabarits et un physique bien plus imposant du côté des Bastiais. Malheureusement en plus dès le début du match, eh bien ce sont les Monistroliens qui vont marquer un but contre leur camp par l'intermédiaire de Sami Ben Ammar. Et puis manque de chance aussi, plus tard, c'est un carton rouge va toucher les Monistroliens. Ils vont donc évoluer à 10 au cours de la deuxième mi-temps. En fin de match, Jérémy Santini va inscrire un deuxième but. Et l'addition aurait été bien plus lourde sans les exploits du gardien monistrolien Grégoire Tavernier. Voilà, en tout cas, ça prouve que l'engouement existe du côté de la Haute-Loire et qu'il y a la place pour une aventure en sport collectif chez les jeunes. Ok, merci Olivier. Donc, page Haute-Loire fini, puisque les intempéries, les matchs n'ont pas tous eu lieu, loin de là, et même en CFA, ça a été encore reporté. C'était la rencontre face à Mulhouse 2 fois de suite. Donc je sais pas quand c'est qu'elle aura lieu, et on verra tout ça. Je t'ai retrouvé Olivier, ce que tu voulais. Bon alors, la tactique elle est simple. On va leur rentrer dans le chou à ces merdeux. Ils nous ont traités de gonzesses, on va leur faire voir si on a des petites vites. Alors Berthier, Morillo et Spivak, je veux que vous me les défonciez. Oh Spivak. Voilà la tactique pour dimanche. On a l'impression d'entendre Duprat, tu sais, parce que lui c'est ça aussi. Ces joueurs veulent pas mettre le pied, il aurait bien envie, mais ça suffit pas. Alors on va passer au coup de cœur ou au coup de tête, Marco. Je te laisse choisir. Eh ben vous allez voir. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Coup de cœur, messieurs. Coup de cœur pour le très beau week-end des Verts avec une victoire nette et sans bavure 3-0 à l'extérieur, synonyme de 5e place et la qualification des jeunes pour les 16e de finale de la Coupe Gambardella. Coup de cœur pour le doublé de Nolan Roux pour peut-être s'adhère sous le maillot vert. Donc ce joueur n'aura peut-être pas marqué le nombre de buts escomptés, mais en tout cas il aura fait honneur à nos couleurs. Coup de cœur pour le magnifique but, on a parlé tout à l'heure d'Alan Saint-Maximin au terme d'un raid solitaire face au Stade Malherbe de Caen de l'ex-vert Patrice Garande, et puis derby oblige. Donc ça fait plaisir de voir Lyon crucifié à domicile avec des buts d'un ancien de la maison. Ouais, t'es exactement les mêmes que moi. Les grands esprits se rencontrent. Ah ouais, exactement. Non, j'ai bien aimé moi sur le match de dimanche. À un moment donné, en deuxième mi-temps, l'arbitrage de Monsieur Varela. Non, sur le centre. Ah oui. Non, on peut revenir dessus déjà. J'allais pas dire, mais on peut revenir dessus. Je salue l'excellent arbitrage de Monsieur Varela. On peut revenir Varela. dessus. Là, on a vraiment été avantagé. Des fois, on est désavantagé, mais là, fois, quand même. Là, on a été bien avantagé. Ça fait 2 fois. Bon, pauvre Toulouse. Oui, en deuxième mi-temps, sur un centre de Malcuit, il y avait 4 joueurs stéphanois dans la surface de réparation. Eh ben, croyez-moi, ça fait longtemps que je vois des rencontres des Verts, mais c'est pas souvent lorsqu'il y a un centre qui a 4 maillots verts dans la surface de réparation pour marquer. C'était un corner, non? Non, c'était même pas un corner. Alors le centre est trop long, ça passe au-dessus des 4 stéphanois qui sont dans la surface. Mais moi, c'est un de mes coups de cœur. Un autre coup de cœur, j'ai regardé Amiens-Lens en match de Ligue 2. Lens menait à la 89e minute de jeu 1-0, et c'est Amiens qui l'emporte 2-1 avec 2 jolis buts de la tête pour les Amiénois. Et comme quoi ce sport il est magique, parce que en 4 minutes il y a un renversement total, et c'était une très belle rencontre avec peu d'arrêt de jeu. Ça allait d'un but à un autre et c'était vraiment agréable. Donc bravo aux Noirs et Blancs d'Amiens pour ce spectacle et cette victoire face à leurs voisins lensois. Voilà pour mes coups de cœur. Olivier. Ouais, mon coup de cœur, il concerne Amouma. Je trouve que en même temps, ça sera aussi mon coup de tête. Vous verrez. Je trouve il joue vraiment trop bien le coup sur ses penalties. Voilà, ça va finir par se voir. Je me rappelle de l'année dernière, les adversaires commençaient à s'agacer un peu sur ses plongeons, mais enfin bon, ça rapporte des points et ça rapporte des buts. Et puis l'excellente interview de Lemoine. J'ai trouvé que dans l'équipe là, ce dimanche, ça change un petit peu, parce que souvent le discours des footballeurs est complètement aseptisé. Et ben là au moins on avait de la prise de position. Le titre était ce qu'avait retenu en tout cas Bernard Lyon, c'était il faut débrancher les fils. Et c'est vrai que quand on entend certains jeunes joueurs ils se prennent la tête, et en fait voilà, le foot c'est simple, c'est l'envie. Vous écoutez l'émission Coup de tête.
Voici les coups de tête. Et double coup de tête. Eric. Coup de tête par rapport au prochain match à Manchester. Donc, le club de Manchester, en concertation avec la police, a pris la décision d'interdire la vente de billets pour ce match donc aux ressortissants français non abonnés à Old Trafford. Une décision qui justifie par le fait que de nombreux, je cite, hooligans français de Saint-Étienne puissent obtenir des tickets en dehors du parquage visiteur qui sera limité à 2970 places. Donc voilà, messieurs les Anglais, sachez qu'il n'y a pas de hooligans à Saint-Étienne, juste des supporters ultra passionnés qui se faisaient une joie de voir une véritable marée verte déferler à Manchester comme ça s'est passé récemment à Milan. Et puis voilà, déjà donc ce plaisir-là va être gâché tout simplement parce qu'il va y avoir un dispositif de sécurité hors norme qui va nous attendre sur place. Donc ça c'est pour nous, mais nous on aura la chance d'y être. Il y a d'autres supporters qui sont débrouillés pour aller à Manchester, pour se procurer des places. Et ces places-là, donc qu'ils avaient achetées et payées, ont été annulées. Donc voilà, donc pour eux, le théâtre des rêves, comme on surnomme le stade de Manchester, se transforme en cauchemar. Et c'est quand même bien malheureux que ces gens-là ne puissent pas assister à cette rencontre. Et puis un deuxième coup de tête, et bien puisqu'on approche du derby, donc comme d'habitude, il y a les fameuses petites piques lyonnaises. Donc voilà, que serait-il sans nous? Donc comme d'habitude, on donne la parole à Raymond Domenech. Donc à un moment donné, il va falloir faire taire cet énergumène. Le boucher qui ferait mieux de se retirer de la vie publique après avoir fait sombrer le football français que le Stéphanois Aimé Jacquet avait mené au sommet. Et puis donc il y a Jean-Michel Aulas là qui est récemment qui est un comique qui s'ignore, qui a déclaré qu'ils avaient largement dépassé leurs voisins de Saint-Étienne en termes d'ambiance, donc il vaut mieux en rire. Ça va chier. Et ouais, ça c'est pour dimanche. Oui, tout à fait, pareil, il parle d'ambiance. Quand il y a 40 000 spectateurs lyonnais, sache, cher Jean-Michel, qu'il y a beaucoup moins d'ambiance qu'il y en a 6 000 à Geoffroy Guichard, c'est comme ça. Et ça changera pas, ça changera vraiment pas. Donc il rêve tout ça. J'ai pas aimé moi le départ d'Alessandrini pour le championnat américain. Il s'en va vers Los Angeles Galaxy. Je trouve que c'est un gros gâchis. C'était un super joueur quand il avait le maillot du CFC, du Clermont Foot. Il aurait dû monter à ce moment-là. Il est allé à Rennes, tout ça. Il a été blessé. Et moi, je trouve que c'est un gros gâchis. Je sais que Galtier l'avait approché il y a 3 ans de ça. Et bon, il est pas venu. Il a préféré aller vers Marseille à ce moment-là. Et il est né en Ardèche, c'est pour ça, non? Non, il est pas né en Ardèche, il est né pas loin de la cité phocéenne, je crois. C'est l'art des choix. L'art des choix, ouais. C'est ça. Et j'ai pas aimé le but refusé de Guingamp face à Nice, qui était tout à fait valable, qui a été refusé et qui change quand même pas mal la donne puisque Guingamp normalement devait mener 1-0 et puis non, finalement c'est Nice qui l'a emporté 3-1 après avoir mené 2-0. Ouais, je trouve ça vraiment dommage, ça fausse parce que le but était largement valable. Il y avait absolument rien sur le portier niçois. C'est un arrière niçois qui fait la faute sur son propre gardien. Et résultat, je trouve que ça fausse la donne et c'est pas bien normal. Même si Guingamp, ils sont comme Saint-Étienne, on a à peu près le même nombre de points. On bénéficie de ça, on est 5e, mais bon, voilà, je l'ai un petit peu en travers de la gorge, ce but refusé de Guingamp. Olivier ? Ouais, non, très simple. Amouma, je l'ai dit, parce que on se plaint assez souvent et même il y a beaucoup de moqueries sur les Lyonnais à qui on accorde beaucoup de pénaltys, souvent très litigieux, avec des joueurs qui se jettent. Je pense à Valbuena. J'aimerais pas que les Verts soient catégorisés soient mis dans cette catégorie avec Amouma, et je pense qu'il y a largement la place pour ce joueur, a tellement d'autres qualités que celle-ci. En tout cas, j'aime pas quand les matchs finalement basculent à cause d'un penalty litigieux, et c'était le cas ce week-end. Donc voilà, j'aimerais pas que le derby, parce que voilà, c'est ça le problème, quand c'est face à toi, t'as les boules. J'aimerais pas que le derby se joue sur ce genre d'action. C'est le 10e penalty obtenu par Amouma depuis la saison 2014-2015. Donc ouais, c'est vrai que mais tant mieux pour nous. Donc après, quand il y a faute, il y a faute. Exactement. Le souci, c'est à l'intérieur, à l'extérieur. Oui, voilà, ça c'est toujours litigieux. Moi, c'est plus là-dessus que c'est dérangeant. Un dernier titre avant
On va revenir sur l'agenda. Donc mercredi 18h, le déplacement de Saint-Étienne à Auxerre pour les 16e de finale de Coupe de France. Ça sera diffusé sur Eurosport, hein, c'est ça. Et puis 23e journée de championnat dimanche 21h, le derby face au Gaune. Et puis on se retrouve nous la semaine prochaine, lundi prochain, même heure, même endroit. Voilà, l'émission se termine. On vous dit à la semaine prochaine et puis allez les Verts. Bye bye, bonne semaine en vert, à bientôt. Bonne semaine à tous, plus que jamais, allez les Verts. Ciao ciao.